Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que vous imaginez pas à quel point je suis contente de pouvoir revenir sur YouTube en face cam. En soi, j'ai sorti 2 vidéos l'année dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo sur la maison Alaya et sur la maison et sur la marque plutôt Issey Miyake. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos parce que c'est les premières vidéos aussi que j'ai montées sur ordinateur. Et ça fait tellement longtemps, pitié! La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, facecam, ça remonte à 2023. Non, 2023, je mens. 2024, pardon. Vous savez, dans ma tête, c'est un peu embrouillé et tout, mais je suis tellement contente. En plus de ça, j'ai plein de choses à vous dire et tout, mais je vais faire une vidéo vlog, je pense, où je vous dirai tout. Juste une vidéo comme ça où je parle, voilà, pour vous faire un peu des updates et tout par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, pourquoi j'étais pas là, etc. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va parler d'un sujet que je trouve quand même assez important. Donc c'est pourquoi est-ce que les femmes noires ont du mal à trouver l'amour. Ce type de vidéo fera partie du coup d'un concept que j'ai décidé d'appeler la vie en bleu. Pourquoi la vie en bleu? Parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Et au-delà de ça, c'est une signification quand même assez importante. Et j'ai voulu me différencier entre guillemets parce qu'on voit il y a la vie en rose, etc. Je me suis dit bon, moi vu que ma couleur préférée c'est le bleu, bah autant partir sur la vie en bleu, tout simplement. Donc la vie en bleu en fait, ça sera une série de vidéos qui vont traiter de sujets que je trouve extrêmement intéressants à mon goût et qui font aussi partie de l'actualité. Donc ça sera des vidéos qui ne seront pas sur ma chaîne de manière régulière. Je pense que quand je serai inspirée ou quand j'aurai un sujet que je vais vouloir partager avec vous, étudier et tout, bah je le ferai. Avant qu'on commence la vidéo, petite nouvelle, faut savoir que la semaine prochaine, ouais, ça fera 2 ans que j'ai lancé mon magazine digital donc qui s'appelle The CLMB Magazine. Donc je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui regardent ce que je fais, qui commentent, qui repartagent parce que ça m'encourage énormément. Et le but de ce magazine, c'est vraiment de pouvoir aider, inspirer et surtout évoluer. Donc je suis super contente. Et une deuxième bonne nouvelle, c'est que le site, il est officiellement référencé sur Google. C'est-à-dire que si vous tapez theclmbmagazine.com, vous allez tomber sur le site. C'est un projet qui me tient à cœur. Et j'espère sincèrement que... En tout cas, je vais tout faire pour que ce magazine puisse évoluer à l'avenir et qui puisse nous aider en tant que jeunes femmes, en particulier les femmes de ma communauté forcément, donc les femmes noires. Intro terminée, là on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Là, cette année, on rigole plus en fait. 2026, ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube. Donc on va commencer un peu à step up. Même si on a déjà step up, on veut toujours aller plus haut. Ça fait en sorte aussi que mes vidéos soient visibles par des utilisateurs qui ne me connaissent pas forcément. Commentez aussi, vous êtes timide dans les commentaires. Commentez, même un emoji. Genre un emoji comme ça et tout, je like, vraiment, commentez. Si t'es en train de faire le ménage, tu mets ma vidéo en fond. Si t'es assis sur ton lit ou ton canapé, tu vas chercher un petit truc à boire, un petit truc à manger. Et on va parler du premier sujet du coup de cette vidéo qui est pourquoi est-ce que les femmes noires ont du mal à trouver l'amour. Depuis des siècles, les femmes noires prennent tout. Violences physiques, psychologiques ou verbales. Dès qu'elles ont un peu confiance en elles, on les traite de sauvages, de vulgaires ou d'arrogantes. Et ces images ne restent pas dans une histoire ou dans des livres. Elles entrent dans nos vies, dans la manière dont on nous regarde ou la manière dont on nous désire. Comprendre pourquoi certaines femmes noires ont du mal à trouver l'amour, ce n'est pas remettre en question leurs valeurs, c'est interroger un système qui a appris à ne pas les aimer. Alors pourquoi l'amour est-il si compliqué pour les femmes noires? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Là, c'est la Eliane du montage. J'ai eu un problème de son en montant la vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais vous lire le premier message que j'ai reçu et il dit ceci. Parce qu'au final, en disant ça, c'est comme si on avait ce truc où on se victimise en mode « ouais, personne veut être avec nous ». Mais moi, je trouve pas. Ça a grave changé depuis plusieurs années. Et je pars du principe que les pays genre West Afrique, donc les pays d'Afrique de l'Ouest, sont communautaires, mais ils restent entre eux, entre noirs. Il y a des exceptions avec les mariages mixtes, mais je ne trouve pas qu'on a du mal à trouver l'amour en tant que femme noire. Le combat est le même dans toutes les communautés, même les blanches. Tu vas voir des blanches célibataires, sans enfants, que des femmes noires. Nous-mêmes, on a ce truc dans notre culture qui dit qu'un jour on doit créer un foyer. Donc forcément, tôt ou tard, une noire sera en couple avec des enfants, alors que les femmes blanches, non. Tout d'abord, la manière dont la société voit les femmes noires, c'est-à-dire comment les hommes de notre propre communauté nous voient, comment on est représenté par exemple à la télé et qui va influencer, on va dire,
le choix des hommes par rapport à la femme noire, de ce qu'ils ont vu, ou voilà quoi. Mais surtout les hommes de notre communauté, parce que ça a un impact. Même si je déteste ça, on va dire tout ce qui est genre les ranks des femmes, en gros à quel point c'est dur d'être une femme noire dans cette société, et aussi d'un autre point de vue que ce n'est pas le plus valorisant malheureusement dans cette société patriarcale avec la white supremacy, d'avoir une femme noire à ses côtés, ou vraiment le fait qu'on n'ait pas vu pour beaucoup de gens comme une femme de valeur, ou qu'on n'ait même pas vu comme un choix. Mais encore, je le précise parce que ça m'énerve, mais même parmi les hommes de notre communauté qui, pour des raisons, genre que ce soit de colorisme... on voit ce sujet, c'est trop. Pour des raisons de colorisme ou... voilà quoi. Qui ne veulent pas s'afficher avec nous. Je parle pas des hommes en Afrique, parce que voilà, même s'il y a le colorisme en Afrique, voilà, mais les hommes en France ou autres, voilà. Après, il y a notre perception de nous-mêmes aussi. Et je reviens encore avec les stéréotypes, c'est que moi, par exemple, en grandissant, j'ai été traitée de bounty, voilà, parce que je faisais des trucs qui ne correspondaient pas à une femme noire, et j'ai eu vraiment des très gros problèmes d'identification, en mode, mais qu'est-ce que je suis? Je ne ressemble pas aux femmes de chez moi, et ça a beaucoup joué dans ma confiance en moi et dans qui je suis. Et il y a aussi des trucs par rapport aux hommes où je me dis, je pense que, je sais pas, t'as vu des TikTok comme ça où tu t'es dit, ouais, mais est-ce qu'il aime les noirs? En fait, ça a vraiment un impact mentalement sur la manière dont on va penser et la manière dont on va s'exposer. Et il y a aussi le fait que les critères pour être une femme noire belle et acceptable, que ce soit genre physiquement, pour la coiffure, en fait, on doit vraiment être limite irréprochable. Tu peux pas avoir une mauvaise coiffure, tu peux pas avoir, je sais pas, un mauvais make-up. Tu n'as pas le droit. Pour être considérée comme belle ou un minimum passable, par exemple, le passable d'une femme noire et le passable d'une femme blanche, on n'a pas le même passable du tout, tu vois. Elles vont faire, bon, c'est pas une critique, mais tu vois, genre la traîne des chignons mal coiffés ou autre, ça fait joli. Tu fais ça sur une noire, ça passe pas. Donc il y a aussi ce truc de cette exigence qu'on a envers nous-mêmes, autre que le fait que les mecs vont nous choisir, mais aussi qu'on a aussi cette pression sur nous qui fait que c'est assez compliqué. Donc là, c'est le 3e témoignage que je vais partager avec vous, et il dit ceci. Depuis toujours, la femme noire a été réduite à un simple objet sexuel. Elle a été remplaçable parce qu'on a intégré certaines qualités physiques de la femme noire chez les femmes non noires, ce qui engendre du refus et du mépris. Je n'ai jamais eu le courage de révéler mes sentiments à un garçon, car j'avais peur du rejet. C'est lourd à supporter. J'étais toujours dans l'attente qu'il ait un crush pour quelqu'un d'autre pour déterminer si je correspondais à son style de fille. Moi, je trouve que c'est vrai, et c'est encore grave, parce que je trouve que même si maintenant, on va dire que maintenant les Renois et tout, les Renois, que ce soit les femmes ou les hommes, on est hypé et tout, que maintenant, en gros, c'est plus acceptable et tout d'avoir des couples noirs, et qu'en gros, les Noirs sont attirés par les Noirs, et ils ont guéri beaucoup de leurs traumas, etc. Beaucoup de cette haine-là. Je trouve que il y a un travail qui n'a pas été fait. Genre, je trouve que beaucoup d'hommes ne voient pas de romantisme chez la femme noire. Je trouve que la femme noire, elle est trop représentée comme quelqu'un qui n'est pas quelque chose d'émotionnel, qui est très dur, qui est très fermé, qui est limite imperméable aux sentiments, au respect et tout. Et je trouve que perçu des non-noirs, tu vois, les non-noirs, ils auraient une facilité à nous insulter, parce que déjà les noirs, ils ont du mal à faire ce travail-là, de ne pas laisser un homme noir, non-noir, nous manquer de respect. Dans Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon paru en 1952, l'écrivain et psychiatre martiniquais explique comment le racisme et le sexisme étaient ancrés dans les sociétés post-coloniales. Les personnes noires, en particulier les femmes noires, étaient considérées comme inférieures aux personnes blanches et leur corps était soumis à l'hypersexualisation. Saadji Bartman en est le parfait exemple. Cette femme, née en Afrique du Sud vers la fin des années 1780, a été réduite à un objet sexuel et de divertissement à cause de son postérieur imposant. Elle a été traitée comme une bête de foire, et après sa mort, ses organes génitaux et son cerveau ont été exposés dans des musées pendant plusieurs années. Et le film Vénus noire, paru en 2010, retrace son histoire.
Dans son ouvrage Ain't I a Black Woman? Black Woman and Feminism, Bell Hooks examine comment le racisme et le sexisme se superposent pour opprimer spécifiquement les femmes noires, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'au mouvement féministe noir du XXe siècle. L'auteur souligne la réalité que les femmes noires endurent simultanément diverses formes de violence, celles liées à la race, au sexe et à la classe sociale, ce qui les positionne en situation de marginalisation. Ce que décrit Bell Hooks dans son ouvrage peut être compris à travers le concept de l'intersectionnalité créé par Kimberlé Crenshaw, qui désigne l'entrecroisement des oppressions raciales et sexistes. Ces oppressions s'incarnent dans des stéréotypes persistants que la sociologue Patricia Hill Collins appelle controlling images. La figure de Jézabel renvoie à l'hypersexualisation, la mamie réduit les femmes noires à la servitude sans désir et la saphir les présente comme des personnes agressives ou dominatrices. En septembre 2025, le film One Battle After Another a été dévoilé au grand public. Donc c'est un film qui a été réalisé par Paul Thomas Anderson, un réalisateur de renom à Hollywood. Ce film à succès porté par Teyana Taylor, lauréate des Golden Globes 2026 et actrice et chanteuse afro-américaine, a ravivé les controverses. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont dénoncé une représentation qui perpétue des figures d'hypersexualisation issues des controlling images. Beaucoup de personnes ont reproché à Teyana Taylor d'avoir joué ce rôle-là de la femme noire agressive, et il y a surtout une scène, c'est vrai que quand on la voit comme ça, qui est quand même assez marquante et choquante, je dirais. Après bon, je peux pas vraiment donner mon avis parce que j'ai pas vu le film, mais en gros il y a une scène où elle tient un... voilà, et elle tire sur les gens. Il faut savoir que quand elle tient cette arme-là, elle est enceinte. Je comprends que ça ait choqué énormément de gens, mais il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur internet, et il y en a d'ailleurs que je vais partager avec vous. Vous avez vu, mais Teyana Taylor, elle a remporté un prix, la meilleure actrice pour un second rôle dans le film Oba. One quelque chose là, je vais le noter sinon vous allez vous moquer de mon accent. Le fait qu'elle ait remporté ce trophée là fait hyper polémique aux États-Unis. Il y a énormément de personnes qui sont hyper contentes pour elle, dans le monde entier, etc. Comme il y a énormément de gens qui disent que en fait le rôle qu'elle incarne dans ce film, il ne la met pas en avant, il ne met pas en avant la communauté, qu'en fait ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une actrice noire qui est mise au devant de la scène, c'est toujours rempli de stigmatisation, de clichés. Et après t'en as d'autres qui disent on s'en fout en fait, tant qu'elle a gagné et qu'ils ont reconnu son travail, où est le problème? Taylor's supporting actress win at the Golden Globes for One Battle After Another, I want to talk about the Jezebel stereotype and the importance of questioning the representation of black women in this film. One of the central critiques of the film is that it leans into sexualized and racialized imagery that echoes long-standing stereotypes about black women. And most of that critique centers on Teyana Taylor's character, Perfidia. One Battle After Another, directed by Paul Thomas Anderson, follows a leftist militant group called the French 75, carrying out armed actions against an authoritarian state. Perfidia is part of this group, and her relationships with two white men, one of them a white supremacist figure, shape the plot. Perfidia is complex and morally difficult, and key criticisms, such as this Guardian piece, focus on the fact that she's highly sexualized in moments of danger, and at points appears to prioritize desire over all else. One of the biggest plot points is her choice to leave her baby and partner to return to the revolution. That choice is tied to political conviction and emotional distress postpartum, but is also framed through jealousy over her partner's shifted attention, which also sexualizes the decision. Even her defiance of state power is sometimes expressed through sexualized rather than ideological language. For example, saying "this blank don't pop for you" in response to state authority. This places sexuality at the center of how her resistance is communicated, thus reflecting the Jezebel stereotype, which portrays black women as innately promiscuous and driven by desire and emotional volatility, and has been used to justify exploitation and dismiss claims of harm. Perfidia's desire being positioned as a prime motivation for her actions arguably reinforces this dehumanizing racialized assumption. Teyana Taylor has addressed this critique by saying her character's fetishization reflects the reality of what many black women experience.
performance. She's also described the character as selfish and difficult to read, and said that her choices aren't meant to be easily explained. So from that angle, Perfidia's complexity can be read as an intentional part of the film's commentary. I personally found Tiana's performance impressive and her win is well deserved. I think Perfidia is a powerful character within a thought-provoking film, but can also see the contextual implications of how she's represented. This doesn't and shouldn't diminish Tiana Taylor's achievement, but should inform how we engage with the film. J'ai vu énormément de backlash et de retours négatifs par rapport à ça, et c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre parce qu'on essaye de se battre contre ça, et c'est vrai que quand il y a une personne aussi influente qui rentre un peu dans ces rôles-là, dans ces stéréotypes-là, bah voilà, je comprends que ça puisse déranger. Après, encore une fois, je n'ai pas vu le film, donc il faudrait que je me fasse mon propre avis, mais voilà quoi. Faut savoir que ce n'est pas la première fois que le public reproche à une femme noire de jouer ce rôle stéréotypé. En 2001 ou en 2002, il me semble, Halle Berry a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle de Laetitia Musgrove dans le film À l'ombre de la haine aux côtés de Billy Ray Thornton et Heath Ledger. Il y a eu énormément de controverses autour de ce film. Énormément de personnes, en particulier les femmes noires, reprochaient à Halle Berry de s'être hypersexualisée. Oh my goodness, I'm so happy you asked. Tiana Taylor winning that Golden Globe is the same reason why Halle Berry is the only black woman, or one of the few black women, with a Best Actress Oscar. Halle Berry won for Monsters Ball, and the theory behind why she won is the fact that she was a black woman being fetishized by a white man with a racist father. Tiana Taylor's character in One Battle After Another is basically the same thing, except for the fact that she's not being fetishized by just one white man, she's being fetishized by two, both Sean Penn's character and Leonardo DiCaprio's character. She plays a aggressive black sexual temptress twice over. And just like Monsters Ball, there are very intense sexual scenes between her and these two white men. Like, Sean Penn's character is obsessed with her, and he's very openly racist and homophobic. Also, Tiana Taylor is only in the movie for the first half of the movie. She completely disappears for the second half, so she's not really a main character like that. And I don't say this to take away anything from her award, because I am genuinely happy for her, but white Hollywood does have a theme. Faut savoir que jusqu'aujourd'hui, aucune autre actrice noire a remporté un Oscar en tant que meilleure actrice. Le film est sorti en 2001, ça veut dire que son Oscar, je crois qu'elle a eu en 2002, vu que c'est toujours un peu en décalé. C'était en même temps que Denzel Washington avec le rôle qu'il a joué dans The Training Day. Et il faut savoir aussi que Halle Berry, elle est métisse, elle n'est pas totalement noire, mais bon, ça c'est un autre débat aussi, mais ça nous met toujours dans cette case-là que pour remporter un Oscar ou pour remporter un certain trophée, la femme noire, elle est toujours obligée de se dénuder, elle est toujours obligée d'être en colère. Enfin, vous voyez ce genre de truc-là. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite vraiment à partager vos avis, s'il vous plaît. Et ceux qui ont vu le film d'Halle Berry ou même de Tiana Taylor, partagez vos avis parce que je pense que ça pourrait être super utile. Maintenant qu'on a vu d'où venaient ces représentations et pourquoi elles persistent, la question est de savoir qu'est-ce que cela produit concrètement dans la vie des femmes noires, dans leurs relations, notamment dans la diaspora. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. En 2012, une équipe de chercheurs américains travaillant pour le United States Census Bureau a mené une étude intitulée Historical Marriages Trends From 1989 to 2012, a focus on race differences. Cette étude avait pour objectif d'analyser les dynamiques de mariage dans les différentes communautés aux États-Unis. Dans le graphique que vous allez voir à l'écran, on remarque qu'entre 1890 et 2010, le pourcentage de femmes noires qui n'ont jamais été mariées a augmenté. On passe de 5% en 1890 à 25% en 2010. Et si on regarde bien le graphique, on remarque que c'est à partir des années 1960 qu'il y a eu une augmentation majeure du célibat chez les femmes noires. Plus récemment, en février 2025, le magazine Essence a publié un article écrit par Nandi Howard qui s'intitule The Surprising Truth About Black Love by the Numbers. Dans cet article, il est indiqué que le pourcentage des femmes noires qui n'ont jamais été mariées est passé de 37% en 1990 à 49% en 2022. Ces deux études montrent que la tendance à la hausse n'a pas commencé uniquement à partir des années 60, mais elle s'est renforcée
au XXIe siècle. Si cette courbe a autant augmenté à partir des années 1960, c'est à cause du contexte socio-économique. Durant cette époque, la société américaine est marquée par la discrimination raciale, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, la désindustrialisation des centres urbains, ainsi que l'incarcération disproportionnée des hommes noirs, autant de facteurs ayant contribué à fragiliser l'accès au mariage. On peut parler des couples mixtes et de l'enjeu du regard extérieur. Par exemple, aux États-Unis, les mariages entre les personnes noires et les personnes blanches étaient interdits jusqu'en 1967. En France, il n'y a jamais eu de loi qui interdisait explicitement les mariages interraciaux comme aux États-Unis, mais en revanche, il y a eu les obstacles sociaux, culturels et coloniaux qui ont pesé sur ces unions. Alors je sais pas si j'aurai le droit de mettre la vidéo, en tout cas je vais essayer de le faire, et je vais vous partager du coup un extrait de Ina qui s'appelle « Être un couple ». Mixte. Cet extrait montre le quotidien d'Olympe Belli-Kenum et de Marie-Yvonne Lucerf, un couple mixte franco-béninois vivant à Paris en 1966. Ils sont parents de 2 enfants et parlent de leur quotidien, du regard des autres vis-à-vis de leur relation, et les enfants racontent également leur expérience à l'école et le racisme auquel ils font face. Leur histoire montre que même si les lois interdisant les couples mixtes n'ont jamais existé en France, le regard de la société, les préjugés et l'héritage colonial s'invitent dans l'intimité du couple et dans la vie de leurs enfants. On peut également parler de l'attente culturelle et familiale. Dans de nombreuses communautés, en particulier les communautés africaines, les femmes sont poussées vers le mariage assez jeunes. Elles sont confrontées à de nombreuses attentes culturelles et familiales spécifiques. Et ces attentes sont souvent liées à des normes traditionnelles concernant le mariage, la maternité ou le choix du partenaire. Pour les hommes, par exemple, on entend plus souvent ce genre de discours. Il a le temps, il doit travailler, alors que pour les femmes, c'est totalement différent. On a souvent tendance à dire aux femmes « T'as un bon boulot, pourquoi est-ce que t'es pas encore mariée? Tu attends quoi? Etc. Tu as l'âge. » Bref. Et dans certaines de ces cultures, les femmes veulent que leur fille se marie à un homme de la même origine, de la même ethnie ou de la même religion. La pression pour réussir sa vie amoureuse peut être plus forte sur les femmes que sur les hommes. Faut savoir que même dans un contexte occidental, la place de l'homme, elle est vue comme celle du pourvoyeur et celle de la femme comme la gardienne du foyer. Comprendre les difficultés auxquelles les femmes noires font face, ça requiert aussi de s'intéresser à la masculinité dans la diaspora. Les hommes noirs sont soumis à des attentes sociales fortes, héritées de l'histoire coloniale et des stéréotypes raciaux qui influencent leur manière d'exprimer leurs émotions et de construire leurs relations. Mais cette réalité ne doit pas nous faire oublier une chose importante. Et vraiment là, j'appuie vraiment sur le « importante ». Ils ne sont pas seulement victimes du système, ils peuvent aussi devenir acteurs de notre souffrance. Le nombre d'hommes noirs que je vois dénigrer la femme noire sur les réseaux sociaux, il est juste lunaire. Et je trouve ça important aussi de dire des vérités qui fâchent. Il y en a peut-être qui vont pas être contents, etc. Mais c'est la réalité. Dans beaucoup de contextes diasporiques, ce sont souvent nos frères, donc les hommes noirs, qui participent à la dégradation de l'image de la femme noire auprès des autres communautés et de la société de manière générale. Je peux pas me poser avec une noire. Je trouve que les noirs, généralement, elles sont trop déjà vulgaires, premièrement. Pas assez féminines, trop masculines, trop ghetto. Et en plus de ça, généralement, c'est les plus matérialistes. Elle est claquée, frère. Mais t'as vu ta tête ou quoi? Faut pas l'écouter, faut pas l'écouter. Il a des problèmes. Wesh, mais t'es claqué, wesh. Toi, t'es éclaté au sol. Ouais, là, elle a une touffe, on dirait, wesh, ouais, grave les cheveux, wesh. En plus, tu sais même pas parler. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais voilà, Fenaini, qu'est-ce qu'il a, Fenaini, Non, frère? Voilà, qu'est-ce qu'il a, wesh. Vas-y, là, je vais prendre le rasoir, je fais une boule à Z. Non, ok, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Eh, Chris, moi, je pense qu'elle est claquée. Elle a le droit de penser que je suis chum, tu vois? Ouais. Mais elle est claquée! Regarde tes dents! Dans tous les sens. Frérot, tu creuses dans ses cheveux, tu trouves des pièces. Je suis tombée sur une vidéo de Charo Life où il parlait des hommes noirs qui se mettent en couple avec les femmes noires lorsque c'est la dernière des solutions. Genre vraiment, il voit les femmes noires comme le dernier recours. Il mettait en avant justement le fait que comme il a de la visibilité sur les réseaux sociaux, il a de la notoriété, il avait des fréquentations qui lui disaient « Tu peux sortir avec toutes les femmes que tu veux, t'es pas obligé d'être en couple qu'avec les noirs. » Pour lui, c'était comme si, dans la tête de ces hommes-là, être en couple avec une femme noire, c'est le dernier recours. Je pense que le gars ne s'est pas rendu compte qu'en faisant cette vidéo,
il a souligné un vrai point. C'est quelque chose que moi-même j'avais remarqué. Et ces hommes-là, j'ai remarqué qu'ils ont plusieurs points en commun. Et je vais donc vous les partager aujourd'hui parce qu'il est temps de dire les termes. Déjà, en général, ce sont souvent des hommes noirs qui voient le fait d'être avec une personne claire de peau ou blanche comme un accomplissement, comme une réussite. Ça veut dire que quand tout va bien dans leur vie, quand ils ont l'argent, quand ils sont riches, ils vont tout de suite se diriger vers les blanches, supplément mépris des noirs. Après, chacun son style. T'as le droit d'avoir un style. Mais il y a une différence entre avoir un style et dénigrer ta propre appartenance, ta propre communauté. Eux, ils ont ce petit air hautain. Ça veut dire que même quand une femme noire elle va venir les draguer ou leur parler ou tenter un truc, ils vont la prendre de haut, mais tellement de haut que carrément on va se demander si les deux, ils viennent de la même communauté, ils ont la même couleur de peau. Maintenant, le jour où c'est gâté, après avoir trouvé la blanche qui les correspondait, quand ils vont vivre get out, qu'ils vont découvrir la famille là-bas, qu'ils vont bien souffrir, quand c'est gâté, ou quand ils ont plus d'argent, ou quand, en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne plus comme avant dans leur vie, c'est là qu'ils vont se diriger vers les femmes noires. Et surtout, vous les reconnaissez parce qu'ils disent toujours la même phrase, « J'ai vu la lumière ». T'as vu quelle lumière? On a éteint ta lumière surtout, ouais. D'ailleurs, pourquoi souvent ce genre d'hommes, ça se passe pas bien avec leur fameuse blanche en question? C'est pas parce que toutes les femmes blanches sont mauvaises ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que comme leur seul critère, c'est celui d'être avec une femme claire, et ben ils vont forcément attirer les mauvaises femmes. Ils ont des critères superficiels, donc ils vont attirer des femmes superficielles. Ils vont attirer les meufs qui sont là que pour l'argent. Ils vont attirer des filles qui vont leur faire vivre une vie comme get out. Ils vont attirer en tout cas des mauvaises personnes. Même s'ils devaient tomber sur une bonne femme blanche avec une belle âme, ça ne sera pas le cas puisqu'ils n'ont pas de bons critères. Ils sont amoureux d'un fétichisme. Ils ne sont pas amoureux de la personne. Dites-vous, un jour, je me rappelle, j'avais rencontré un gars comme ça. Genre, il était venu me parler, etc. Clairement, le type d'homme qui est capable de te sortir, t'es belle pour une noire alors que lui-même, il est noir. Mais bref, il n'osait pas me le dire. Il me faisait des compliments. Il me disait qu'il me trouvait jolie, etc. Patati patata. Il n'a pas vu une beauté comme ça 2 fois, blablabla. Et à un moment donné, moi, j'ai posé les vraies questions. Je lui ai dit, mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Le gars, il avait commencé à me raconter que sa dernière relation était avec une femme blanche. Déjà, le simple fait qu'il met ça en avant, au lieu de me dire qu'il était en couple simplement avec une fille, sans pour autant me préciser ses origines ou sa couleur de peau, ça montre à quel point c'est un coloriste qui fait une fixette sur ça. Il a commencé à me parler du fait qu'il était avec une femme blanche, qu'il n'était pas accepté par la famille. Il a raconté qu'au départ, il avait beaucoup d'argent, que vraiment, il vivait sa best life, il l'avait rencontrée, il pensait que c'était la femme de sa vie. Elle a pris ses sous. Dès qu'il a eu des problèmes, des galères financières nettes, elle s'est barrée. Elle l'a laissé dans sa merde. Et même les proches de cette fille ont commencé à prendre leur distance avec lui et genre montrer leur vrai visage. Et là, vous savez, il me sort quoi? C'est là que j'ai compris que en fait, finalement, les filles de chez nous, elles sont pas mal. J'ai vu la lumière, je vais chercher ma sœur noire, quoi. Quand j'ai entendu ma sœur noire, je l'ai bloquée. Je l'ai rakakaka braka, je l'ai bloquée. Les hommes noirs aiment les caractéristiques des femmes noires lorsqu'elles ne sont pas sur les femmes noires. Ah là 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 là. Attention, juste elle a dit les hommes noirs. Elle doit beaucoup se fier aux hommes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Parce que dans la réalité, quand vous sortez, vous verrez plein de couples noirs. Il y en a encore et il y en aura toujours en réalité. Cependant, c'est vrai que parmi ceux qui critiquent la femme noire sur les réseaux sociaux, bien qu'on leur ait jamais demandé leur avis, ceux qui se sentent obligés de descendre les femmes noires, quand tu regardes vers quel genre de femmes ils se tournent, souvent, ça va être des femmes qui ont ces caractéristiques-là, naturellement ou non. C'est-à-dire également celles qui passent par les BBL, les injections et tout le tralala. Je le répète, vous aimez qui vous voulez. Personne ne va vous forcer, mais quand vous vous sentez obligé de dire que vous n'aimez pas les femmes noires, Moi, ça dépend. Je m'en fous. Ça peut être tout, chinois, française, tout, renoir. Non, moi, je suis pas trop renoir. pour telle ou telle raison, dont une qui revient souvent. Attention, pour certains, c'est religieux, ça se comprend. Mais pour les autres, quand vous allez dire oui, mais elles mettent des perruques, puisque pour vous c'est une caractéristique des autres femmes, sachant qu'il existe des femmes noires avec des cheveux lisses, comme il peut exister des femmes d'autres origines avec des attributs comparables à ceux d'une femme noire, je suis désolé, l'argument n'est pas recevable. Du coup, en partie, je me dis que ce tweet est tristement vrai. Mais on s'en fout, les hommes qui aiment les femmes noires sont encore là. I hate when black men try to bully black women on behalf of a white woman because I was downstairs in the gym in my building and I seen there was only 2 people in there. It was a black guy on the row machine and a white girl. She was running on the treadmill. So I started stretching in the area where the black guy was because I wanted to use the row machine, but he was still on it. So I decided to go all the way to the back of the gym and start stepping on the Stairmaster. So I'm really getting my steps in, but I still keep eyeing the black guy on the row machine. So I keep stepping, but then I see him gearing up and he going and wiping the row machine down. But I still had 10 minutes left on the Stairmaster. So I decided, you know what, let me just finish the 10 minutes out and I'm gonna get on it after. So he exits the gym and the white girl exits the gym and they're talking in front of the freaking water fountain that's in front of the gym. So I finish my 10 minutes, I go get some water, go back in the gym and I go sit down on the row machine. I have my music blasting, I go and I adjust the weights and right when I try to pull down the little lat for the row machine, he comes in and he grabs it and he was like,
Like, he just keeps holding on to it. So I take my earbud out and I was like, yeah. He was like, oh, she was next. I was like, well, I'm going to be really quick. And he was like, yeah, but she was next. I wiped it down specifically for her. So, you know, she was next. You don't have to get up. So I just stand up and I'm realizing that this man is only 3 inches taller than me and I'm only 4'11". So I'm like, all right, Punch Up, you got it. So then as I'm getting my stuff together and everything, he says really loudly to her, yeah, she kept staring at me like she was my type. So I'm like, oh, you want to play that game? I don't know what you thought you seen, but I am a white woman. So I go downstairs crying to the security guard. And I was like, this guy was just like super aggressive and he just kicked me out the gym, just crying. Can't even get the words out. Boo-hoo crying to the security guard. So he's like, what? I was like, can you check the cameras? Like, I'm just too scared to like even approach him. I'm scared that he's going to hit me. So I just boo-hoo cried down to the security guard. So he goes, he checks the film in the gym and he sees the whole incident happen. So he was like, oh, what the heck? So he goes upstairs and starts stepping on my behalf. So then the guy in the gym trying to act like it was nothing, but the security guard was like, no, we all live here and that's not the rules of the gym. You don't treat nobody like that. Boom. I finish my workout. I go back upstairs. Why I get a call from the leasing office and they were like, yeah, we're so sorry this happened. We told him he's banned from the gym for a month and we're going to take something off your rent. So we're going to make sure that we get those details from you in the morning. Ils aiment beaucoup nous ridiculiser sur la place publique, en particulier sur les réseaux sociaux, en parlant de notre apparence par rapport à nos cheveux, à nos traits du visage, à notre couleur de peau. Parce que le colorisme aussi, c'est un sujet. Je pense aussi que je ferai une vidéo sur ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais bon, parenthèse fermée. Ils aiment beaucoup aussi revenir sur le fait que oui, les femmes noires, elles ont grave du caractère, etc. Enfin bref, voilà. Tout ce qu'il y a de plus mauvais, entre guillemets, pour notre image. Et il y a une grosse partie qui aime reprendre les stéréotypes racistes qu'il y a sur la femme noire. Elle est trop masculine, elle crie trop fort, elle est trop sauvage, elle est trop bruyante ou encore elle est trop indépendante. Et ce qu'ils aiment faire aussi, c'est valoriser les femmes d'autres communautés pour nous mettre en comparaison et montrer que la femme noire, elle est ici et les autres, elles sont au-dessus. Ils ont aussi cette habitude-là à valoriser les femmes d'autres communautés en les qualifiant de femmes un peu plus féminines, un peu plus dociles, un peu plus douces et plus désirables. Et là, je vais vous parler du coup de ce que j'ai vu qui m'a énormément choquée. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la rappeuse Doechii. La dernière fois, j'étais sur YouTube et je suis tombée du coup sur un extrait qui mettait en avant du coup un streamer, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en tout cas, dans tous les cas, vous verrez sur les screens qu'il y aura à l'écran. Cet homme-là s'en est pris tellement violemment à Doechii, je vous jure que en fait, quand j'ai vu l'extrait de la vidéo, je me suis dit, mais le mec, il est fou. Fuck Doechii! Fuck Doechii! Fuck Doechii! Okay? She has zero talent. You kind of put that on your shoulders and said, all right, enough is enough. What made you do that? I ain't really saw a white man call a black lady 100 in front of me or whore or sluts or say to a black man, I don't care about none of that black shit or sucking. I never saw that. I saw that Aiden talking shit about Doechii. There's no way you gonna think this cool. There's no way you think this gonna be cool. You can't do that. You thinking you popping and talking shit about that sister? I'm gonna what she said to that art. You keep calling her names, bro. I swear to God on Olivia, bro. It's going to come to a place where that's like, it's permanent. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée parce que je me dis, là, en fait, la meuf, elle est là, elle fait sa musique dans son coin. Elle partage du coup son art avec son public, avec ses fans. Et puis, t'as un fou du bus comme ça qui débarque et qui se met à l'incendier. Et dites-vous que parmi toutes les personnalités noires qui existent aux États-Unis, tous les rappeurs, toutes les personnes influentes noires qu'il y a aux États-Unis, il y a juste un seul homme qui a pris sa défense. Un seul homme qui a pris sa défense, qui a dit à cet idiot, moi je vais l'appeler comme ça, de se calmer et tout parce que sinon, ça allait partir un peu en bagarre, etc. Et ce fou du bus, il a dit ouais, je vais appeler la police, etc. Enfin bref, est un bouffon. Vraiment, il n'y a pas plus bouffon que lui. Là, je sors un peu du contexte journalistique et tout, mais en fait, je vous jure que ça m'énerve en fait. Genre, la meuf, elle a rien demandé, elle fait juste son taf, et puis il y a des fous du bus en fait qui viennent littéralement la harceler en fait. C'est là où je me dis que c'est chaud en fait. Je voulais absolument parler de cette histoire parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Le fait de voir aussi qu'un seul homme ait pris sa défense, ça montre qu'il y a un très très gros problème au sein de la communauté noire. Parce que quand ça vient de l'extérieur, on parle de racisme, mais quand ça vient de l'intérieur de notre propre communauté, c'est encore plus violent parce qu'on se retrouve isolé en fait. Et c'est comme si, on était seul face au monde. On se retrouve sans protection et attaqué de tous les côtés.
Tous ces événements font que les femmes noires se retrouvent isolées dans un système qui ne les aime pas et parfois des hommes de leur propre communauté participent à ce mépris généralisé et c'est aussi pour ça que l'amour est si compliqué pour elles. Toutes ces pressions, donc le sexisme, les attentes familiales, le racisme, la misogynie noire et parfois le mépris des hommes noirs de notre propre communauté ne restent pas à la surface. Elles laissent des traces profondes et des blessures émotionnelles qui impactent la vie amoureuse des femmes noires arrivées à l'âge adulte. On va déjà parler du manque d'affection dans certains foyers noirs et l'impact qu'il peut y avoir arrivé à l'âge adulte. Dans ce que je dis, je ne fais pas une généralité, c'est juste un constat que j'ai pu apercevoir sur les réseaux sociaux, mais aussi de manière générale, que ce soit dans des films, etc. Donc je ne fais pas de généralité parce qu'il y a des familles noires qui sont saines, où les deux parents sont encore ensemble, où ils sont amoureux, où les enfants ont grandi dans un contexte familial idéal. Je tiens à le souligner parce que ça aussi, c'est vrai que on n'en parle pas assez et tout, mais ça existe et je nous souhaite à tous d'avoir ce genre de famille-là. Mais je tenais vraiment à faire un disclaimer parce que c'est une grosse partie de la communauté, mais ce n'est pas toute la communauté qui a été élevée comme ça. Dieu merci. Mais bref, dans de nombreux foyers noirs, l'amour se montre avec peu de câlins, des mots d'amour ou des mots d'encouragement. En général, les parents noirs élèvent les enfants un peu à la dure et on entend souvent ce genre de phrases « sois forte, ne pleure pas » ou encore « travaille dur ». L'affection est souvent perçue comme une forme de vulnérabilité. Donc pour les aînés, c'est-à-dire nos parents, nos tantes, nos oncles, voire même des fois nos frères et sœurs, cela représente une forme de faiblesse. On éduque les femmes noires à être des strong black women dès l'enfance. Le fait de tout garder pour soi, de ne jamais s'exprimer, de ne jamais parler, de garder en gros toute cette anxiété qu'on a à l'intérieur de soi peut être extrêmement néfaste pour la santé et je vais vous partager une étude qui a été faite en 2019. Cette étude-là, elle a été menée par l'école des soins infirmiers de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill aux États-Unis et elle a démontré que les femmes afro-américaines ont de plus grandes chances de développer des affections cardiovasculaires comparées aux femmes blanches et aux femmes hispaniques. Arrivée à l'âge adulte, la femme noire éprouve des difficultés à croire en l'amour ou même à se montrer vulnérable. Car durant son enfance, elle n'a pas eu l'opportunité de se montrer ainsi, étant donné qu'elle a été élevée à la dure. Et elle peut se faire ce genre de réflexion, par exemple, si on ne me l'a jamais montré pendant mon enfance, ça veut dire que je le mérite pas. J'ai cet exemple-là en tête, imaginez une petite fille noire qui n'a jamais entendu « je t'aime » de la part de ses parents. À l'âge de 30 ans, elle se retrouve dans une relation amoureuse et son partenaire lui dit « je t'aime ». Et elle saura pas vraiment quoi répondre parce qu'on lui a jamais dit ça en fait. Du coup, il y a de grandes chances qu'elle puisse dire « ah, c'est gentil ». Merci. Et elle pourra aussi se questionner sur la sincérité de son partenaire en se disant « est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit ça pour me faire plaisir? Ça se trouve qu'il va partir ?» Ou encore, est-ce que c'est un piège? Quand on dit que tout part de l'enfance, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vois énormément de femmes noires qui ont plus envie de dater, qui ont plus envie de sortir avec qui que ce soit, etc. Déjà dû au fait qu'on nous voit un peu comme des folles du bus, clairement, mais aussi parce que dans l'enfance, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais pour une grande partie, elles n'ont pas eu l'affection qu'elles devaient avoir. Ce qui a fait que nous-mêmes, on a du mal, la plupart du temps, à le transmettre. Here's what a girl with daddy issues truly wants. Emotional safety her nervous system has been chasing since childhood. She not asking for perfection, she asking for consistency. Because growing up, love was unpredictable for her. One day she felt chosen, the next day she felt ignored. So now her body is always on edge, waiting for the switch to flip. That's why she overthinks tones, that's why silence feels loud, and that's why her body doesn't relax around people. She's not dramatic, she just responded to a history where emotional stability does not exist. If this is you, stop asking, why am I like this? And start asking, what environments actually calm my body? Je trouve ça important aussi d'aborder l'angle de la protection émotionnelle, c'est-à-dire les barrières que les femmes noires peuvent se mettre dans leur vie sentimentale, et aussi la peur de dépendre de quelqu'un. Pour se protéger, beaucoup de femmes noires mettent des barrières émotionnelles très hautes et elles se disent des choses telles que « vaut mieux que je sois seule plutôt que d'être déçue encore une fois, je ne vais jamais trop m'attacher sinon il va me trahir » ou encore « l'indépendance c'est ma sécurité donc je m'accroche à ça et rien d'autre ». Et cette surprotection, elle peut s'expliquer par le fait que la plupart des femmes noires ont vu leur mère, leur tante, leur grande sœur souffrir d'un amour toxique ou tout simplement de l'absence d'un partenaire. Et au final, elles deviennent un mur qui empêche l'amour sain d'entrer. Il y a aussi cet aspect que je voulais partager avec vous, c'est la difficulté d'exprimer ses besoins. On a toujours conditionné la femme noire à tout garder pour elle.
et à être indépendante dès l'enfance. Résultat, elle a du mal à dire « j'ai peur, j'ai besoin de toi, rassure-moi, j'ai besoin d'aide ». Et dans une relation, ça crée des malentendus. Son partenaire n'arrive pas à comprendre ses besoins parce qu'elle a du mal à les exprimer. Elle est dans ce conditionnement-là où elle doit tout garder pour elle. Et elle se sent incomprise parce que lui, il ne devine pas. Et du coup, ça donne lieu à des disputes. Elle peut se dire, s'il m'aimait vraiment, il saurait que j'ai besoin de tendresse. Et son partenaire, de son côté, il peut se dire « elle me dit jamais rien, comment est-ce que je peux deviner ?» J'espère que les exemples que je vous ai donnés sont assez clairs. Ces blessures émotionnelles, donc le manque d'amour dès l'enfance, les barrières de protection et le silence sur ses besoins, ne sont pas des défauts en soi, mais c'est juste une réponse logique à un environnement qui, depuis des générations, a appris aux femmes noires à se méfier de l'amour, à ne pas trop y croire et à ne pas trop s'y abandonner. Face à tout cela, donc les stéréotypes, la pression, les blessures, les femmes noires ne se laissent pas abattre. Au contraire, elles se réinventent, elles deviennent indépendantes et redéfinissent l'amour à leur manière. Les femmes noires deviennent de plus en plus indépendantes économiquement parlant. En Afrique subsaharienne, elles portent 53% de l'économie informelle. Ce qui change, c'est qu'elles se mettent plus en couple par nécessité économique. Elles disent non à un amour toxique et elles attendent le partenaire digne et idéal qui leur correspondra. Et l'indépendance, c'est le pouvoir d'exiger l'amour qu'elle mérite. Lorsqu'on parle de réalité actuelle, il est aussi important de parler de la montée des discours toxiques envers les femmes noires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amplifient les violences envers les femmes noires. Sur TikTok et sur YouTube, on peut retrouver des vidéos qui comparent des femmes noires aux stéréotypes qu'on a pu voir avant. Il y a des vidéos qui deviennent virales parce qu'on a comparé une femme noire à un animal, notamment le gorille, le singe ou peu importe. Bref, des choses absolument atroces. Il y a aussi les débats sur est-ce que t'es pour le black love, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas. Enfin, vous voyez, tous ces discours débiles, c'est ce qu'on retrouve en ligne. Et moi, l'exemple que je voulais partager avec vous par rapport à la montée des discours toxiques, c'est celui de Pounsi. Pour ceux qui ne connaissent pas Pounsi, c'est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Moi, en tout cas, c'est sur cette plateforme que je l'ai connue. Et il faut savoir qu'il y a quelques semaines, voire même quelques mois, elle a été victime de cyberharcèlement et de misogynoir de la part du rappeur Booba, où il l'a clairement dénigré sur son physique. Il a été extrêmement violent avec elle et elle en avait parlé sur ses réseaux sociaux. Booba s'attaque aux femmes noires, il n'arrête pas et cette fois, c'est l'influenceuse Pounsi qui est dans son viseur. Enfin, à ce stade, on se demande qui ne l'a pas déjà été, mais ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque à Pounsi. Tout a commencé quand elle a fait une vidéo en disant qu'elle recevait beaucoup de messages haineux d'une certaine communauté. En l'occurrence, c'était les hommes maghrébins. Elle a bien précisé qu'elle n'en faisait pas une généralité, mais que c'était un fait. S'en est suivi une grosse vague de soutien, des tweets, etc. Et c'est pas là que Booba a fait un tweet en disant qu'elle aurait dû mettre de la crème avant son live. Sachant que quand on connaît Pounsi, on sait très bien que le but de ses vidéos, c'est de faire sa skincare en live, en nous racontant des choses légères, etc., en nous parlant. Enfin, c'est un contenu léger, drôle, vraiment quelqu'un qui a des good vibes. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les gens se permettent de l'attaquer. Vous vous souvenez de cette fille qui l'avait traitée de macaque, etc. Donc c'est pas la première fois qu'elle est cible d'attaque. C'est dommage quand ce sont des hommes de notre communauté qui nous attaquent sur des clichés tels que le fait que les noirs doivent mettre de la crème. Je parle de Pounsi en particulier parce que je sais qu'elle se mange beaucoup de réflexions sur son physique, alors que la meuf, elle a rien demandé. En plus de ça, elle est très belle. Les gens, j'ai remarqué de nos jours, sont ils sont plus aussi sensibles qu'avant. Genre, c'est comme si on leur avait enlevé une part d'humanité, en fait. Ils se disent que, vas-y, vu qu'on est derrière un téléphone, ça me fait rien, alors que non, ça touche les gens. Il y a aussi ce stéréotype-là de se dire, vas-y, vu que c'est une femme noire, en vrai, vas-y, ça lui fait rien. Mais non, en fait, on est des humains comme vous. Je parle de Pounsi en particulier, mais il y a beaucoup d'autres femmes, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Et là, je parle de TikTok en particulier, parce que c'est la plateforme où je suis le plus et où je vois le plus souvent ce genre de choses. Qui subit ce genre de traitement-là et ce n'est pas normal. Et quand on va dans les commentaires, on voit que la plupart des personnes qui prennent la défense de ces femmes noires, c'est les femmes noires, tout simplement. On retrouve très peu d'hommes dans tout ça. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire au sein de la communauté parce que ce n'est pas normal. Tous ces éléments-là, ça crée un cercle vicieux parce qu'on parle d'un rejet interne, mais aussi du rejet externe. Des hommes noirs et des hommes d'autres communautés vont s'amuser à dénigrer la femme noire en permanence sur son physique, sur ce qu'elle fait. Ils la rabaissent et il y en a aussi qui la fétichisent beaucoup. Fétichiser quelque chose que tu n'aimes pas, pour moi, c'est juste
je sais pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre la logique dans tout ça. Je voulais vous partager des vidéos que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on m'a envoyées parce que j'ai parlé de ce concept de vidéo à des gens dans mon entourage qui m'ont envoyé des témoignages qui allaient me servir en tant que ressource pour cette vidéo. Je suis tombée sur des choses lunaires. Je vous laisse avec la suite. Alors je crois que je suis tombée sur le pire profil Hinge de ma vie. Alors comme tous les profils pépites, ça commence par un long pavé de monsieur Open Mind. Open Mind. Je suis multiculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Au plaisir de faire connaissance si ta personnalité soutient ta silhouette. Petite vidéo des dernières vacances, je suppose, de monsieur Open Mind. Voilà. À partir de ce moment-là, je savais. Voilà. On se sait. Si jamais t'avais pas saisi le profil avec la petite vidéo, le monsieur nous laisse un petit vocal sympathique. Je valorise l'émancipation, pas la domestication. I value emancipation, not domestication. Hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 Le monsieur continue et nous explique qu'il est étrangement attiré par la différence. On avait saisi. On avait cru comprendre. Si tu es jeune ou plus vieille. Alors le gars a 47 ans, j'en ai 24, donc oui effectivement il cherche la différence d'âge, il rigole pas avec ça. Ensuite il nous dit qu'il parle anglais, français et swahili. Bah oui, il revient du Kenya, il a appris la langue, c'est un enfant du pays maintenant. Ensuite venons-en à son style de dating, parce que c'est quand même l'info la plus importante sur un profil Hinge. Le gars nous explique qu'il veut pas s'arrêter au partage des dirty stocks. Donc maintenant on partage les chaussettes sales. Je te vois au courant. Ensuite il nous refait un petit rappel de sa magnifique chanson Affection, No Domestication bien sûr. Sauvez-moi. Je vais vous épargner tout son profil parce que c'est très long, mais voilà. Petite photo avec la tribu. Merci beaucoup à Open Mind pour ce moment de divertissement qualitatif. Maintenant, je vais supprimer les applis pour la 4e fois après y être resté record 34 heures. Ouais, c'était assez. C'est assez. En soi, on en avait déjà un peu... Enfin, ouais, on en avait un peu parlé, genre en classe, où je parlais du fait qu'il avait mangé un tir, il voulait absolument montrer une photo en mode, il m'apprend à moi, personne, Westaf, mauritanienne, sénégalaise, tu vas m'apprendre à moi, c'est quoi le tir? En gros, c'est une personne avec qui j'ai matché sur Hinge. Oui, j'ai testé, voilà les applis. Vraiment, quand je m'ennuie dans ma phase de dating, c'est n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que je me suis sorti fou du bus, mais bref. J'ai eu une conversation avec cette personne, ensuite je l'ai croisée, je pense, 3-4 jours après, un truc comme ça. Déjà, l'atmosphère, elle était un peu, pas gênante, mais genre, j'étais pas spécialement à l'aise, parce que j'ai l'impression que je forçais la conversation de sorte à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Et pourtant, je suis pas une personne qui manque de conversation quand on me connaît bien. Mais bon, et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il connaît mon origine, là, je sais que c'est foutu. Je le sens. Voilà, l'exemple du chef dont on a parlé, mais aussi un autre truc. Il y avait un moment où, en gros, il me parlait du fait qu'il allait faire un five avec ses amis. Et sur la banquette arrière, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des trucs, hein, tu sais, chaque personne dans sa voiture a un peu des babioles, c'est plus ou moins bien rangé, ça dépend des gens. Et ce qu'il y avait un moment, c'est qu'il y avait un maillot. En fait, il sort un maillot, et en gros, c'est un maillot du Sénégal. Il m'a sorti un truc du style, j'hésite à le porter, peut-être que ça va me porter bonheur. Moi, je repense à la canne là avec les lasers. Je me dis, si je porte un maillot du Sénégal au lieu de porter celui de l'Égypte, peut-être que je me suis dit, waouh, il est parti dans un remix, je sais pas, dans un truc dans sa tête. Je me suis dit, bon, en vrai, c'est drôle, c'est bon enfant, tant qu'il déraille pas comme avec l'histoire du chip. Voilà, j'ai accepté un petit truc qui part en vrille. On va pas accepter 15 000 trucs non plus. Je me suis dit, c'est la première fois, c'est peut-être le stress, peut-être qu'il a paniqué, il a commencé à parler du chip, je sais pas. Et ensuite, non, il commence à me parler du yassa aussi. Et je me dis, mais il va me faire toutes les spécialités culinaires de chez moi ou c'est comment en fait? Je connais, je mange ça chez moi. Et je pense que tu vois où je veux en venir. C'est ce genre de personnes qui veulent absolument, dès qu'ils savent que tu es de telle origine, ils veulent absolument expliquer par A plus B qu'ils connaissent ton pays. Il n'y a aucun mal à discuter des pays des gens, il n'y a pas de souci. Moi je serais ravie de parler de mon pays, mais pourquoi chaque fois résumer mon existence à ça? Genre je suis très fière de mon pays d'origine, c'est pas ça la question, mais genre
On peut pas parler d'autre chose. Pourquoi à chaque fois ramener le fait que tu as mangé un tiep, me montrer la photo comme si tu savais pas, ensuite me parler du maillot derrière, encore ça c'était drôle sur certains points, puis ensuite il a déraillé en commençant à me parler de la CAN à l'époque, enfin de la finale c'était la finale je crois, entre l'Égypte et le Sénégal. Ouais, bref, je saurais pas expliquer comment, mais même si il rigolait entre guillemets, je sentais pas une animosité, mais une sorte de un petit seum vraiment très subtil. Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'étais pas sur le terrain, j'étais pas dans les tribunes avec les lasers, faut pas commencer à les foutaises de le Sénégal versus l'Égypte. Le problème c'est qu'il y a certaines personnes comme ça qui sont obligées de faire des fixettes sur les origines des gens, surtout quand ils savent que t'es d'origine africaine. On va dire les termes, parce que c'est toujours les mêmes qui vont sortir. Ah, c'est exotique. Pitié, je peux pas me forcer. Ce mot-là, je peux pas. Là, je vais vous donner un peu mon avis, ce que je pense. Vraiment, c'est ce que j'ai écrit là sur mon iPad. À la base, l'amour, c'est quelque chose de beau. Vous imaginez, genre, vous êtes avec quelqu'un et tout, vous vous aimez, mais c'est trop beau, c'est trop mignon. Vous passez le reste de votre vie ensemble, vous avez des projets ensemble. Mais ce qui rend les choses compliquées pour les femmes noires, c'est la société dans laquelle on vit. Alors, est-ce que les femmes noires ont du mal avec l'amour? Oui, mais ce n'est pas parce qu'elles ne le méritent pas. C'est parce qu'un système colonial, des stéréotypes persistants, des dynamiques toxiques rendent cet amour très difficile d'accès. Là, c'est la Eliane du montage. Je voulais juste rebondir sur la conclusion que j'ai pu filmer et ajouter quelques points que j'ai pas eu le temps de faire vu que j'avais plus de batterie à ce moment-là. Moi, je pars du principe que le dating, il est chaud pour tout le monde, qu'on soit noir ou pas. Moi, j'ai voulu me pencher sur le cas des femmes noires parce que je suis une jeune femme noire de 24 ans. Je suis consciente que le dating, c'est compliqué pour nous. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, j'ai vraiment essayé de mettre en avant des faits socio-économiques, mais aussi des faits historiques, parce que c'est important de se pencher sur l'histoire. Deuxièmement, quand je dis que l'amour est difficile d'accès pour les femmes noires, ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Loin de là, au contraire. Ce qui modifie notre perception des choses, c'est le temps fou qu'on passe sur les réseaux sociaux, vu qu'on voit toujours des storytimes rocambolesques, on voit des histoires malheureusement qui sont très tristes, très tragiques, et je trouve que c'est quelque chose auquel on est trop habitué justement, et inconsciemment, ça change notre manière de voir l'amour, alors que des personnes noires qui s'aiment, ça existe. Moi, je suis pour le black love, je suis pour que deux personnes noires s'aiment. En fait, je pars du principe que tant que la femme noire, elle est heureuse, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, parce que nous-mêmes, on se sait entre sistas, à quel point ça peut être compliqué à certains moments, mais compliqué, comme je l'ai dit, ne veut pas dire impossible. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes de pouvoir tomber sur une personne qui vous aime, qui vous aime pour qui vous êtes et qui ne soit pas bizarre, comme tous les témoignages chelous qu'on a pu entendre dans la vidéo. Je vais vous laisser avec l'outro. Je vous invite à partager vos expériences en commentaire parce que je suis assez curieuse de savoir ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est un concept qui vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire parce que je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des anecdotes par rapport à tout ça, si vous avez des suggestions par rapport à des idées de vidéos ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo en masse. N'oubliez pas de suivre aussi le compte de mon magazine digital The CLMB Magazine qui sera en barre d'infos. Et vous connaissez le slogan de fin de vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et on se retrouve à très vite pour un prochain numéro de La Vie en Bleu sur ma chaîne YouTube.